Beaucoup de femmes prennent leur pensée «je ne suis pas sportive» ou «je n'ai pas le temps de faire du sport» comme une vérité absolue. Dans cet épisode, je reçois Pauline Bouzom, fondatrice des Belles Foulées, pour mettre à mal ses croyances et montrer comment le sport peut devenir un levier de confiance, de puissance et de leadership, quel que soit son corps, son âge ou son niveau. On y parle de motivation, de discipline réaliste, de corps imparfaits et de ce que la pratique sportive transforme concrètement dans la posture professionnelle. Un épisode pour celles qui veulent se remettre en mouvement sans se faire du mal et sans se raconter d'histoire. Bienvenue sur Sensé, le podcast des femmes leaders à écouter pour réussir avec confiance et sérénité sans sacrifier votre bien-être. Je suis Jenny Chamaz, fondatrice de Coach Happy, master coach et mentor. Avec mon équipe, nous accompagnons les femmes leaders dans leur croissance professionnelle avec comme maître mot sérénité, confiance, hauteur et impact. Vous écoutez l'épisode 54 de Sensé. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Pauline Bouzom, coach running et fondatrice des Belles Foulées, la première communauté dédiée au running au féminin. Pauline base son approche sur 3 mots-clés qui me plaisent énormément: bienveillance, progression et plaisir. Elle est aussi podcasteuse et conférencière. Bienvenue Pauline. Merci beaucoup Jenny, quelle introduction, je suis flattée, merci beaucoup. D'ailleurs, dans cette introduction, est-ce que tu as des choses à ajouter pour te présenter ? Tu as dit l'essentiel, j'aime bien me présenter comme ça. J'aime aussi ajouter le fait que je suis, une aventurière. J'ai toujours, soif d'aventure, que ce soit, soif d'en apprendre plus, donc curieuse de tout, à la fois dans, des aventures physiques, mais aussi, mentales, donc c'est aussi un mot qui me définit bien. La découverte fait partie de mon cheminement, à la fois en tant que chef d'entreprise, mais aussi en tant que sportive et dans l'accompagnement de toutes les femmes que j'emmène sur mes aventures. Top. Alors, du coup, parlons de cette aventure. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi, tu as quitté, ton job, et d'ailleurs quel était ce job avant, pour t'embarquer dans cette aventure avec, cette mission? Alors en effet, j'ai, créé les Belles Foulées il y a maintenant 3 ans et demi. Avant, j'étais, dans un CDI, j'ai fait un parcours, classique, dans une belle prépa parisienne, puis une grande école de commerce et la suite logique, c'était forcément un CDI. Quelle idée, d'être, à mon compte ou lancer une boîte, alors que pourtant j'ai fait un master en entrepreneuriat, mais ce master était très sur, l'entrepreneuriat classique. Pareil, donc levée de fonds, Startup Nation et je m'y retrouvais pas trop. Donc je me suis dit: «Oh là là là, non, j'ai pas encore la carapace, les épaules pour, allons, continuer à ouvrir des portes», ce que j'ai fait jusqu'à ce que je crée ma boîte en me disant: «Il ne faut pas se fermer des portes, surtout pas». Et j'étais dans un CDI, d'ailleurs une super expérience. J'étais, Head of Growth dans le jargon startup, dans une entreprise, d'aventure. On rejoint, la boucle est bouclée, qui organisait des courses en stop, des courses à vélo et j'étais leur première employée et on bossait beaucoup avec des freelances. Donc j'étais dans un environnement où il y avait beaucoup d'entrepreneurs. Les 2 fondateurs, les freelances avec lesquels on travaillait. Mon conjoint est également entrepreneur. Donc dans mon quotidien, je parlais beaucoup avec des personnes avec cet état d'esprit entrepreneuriat. C'était le fil rouge aussi de mon master entrepreneuriat et j'étais dans une start-up, mais une start-up, qui n'avait pas fait lever de fonds et qui du coup me montrait un autre aspect de l'entrepreneuriat et je me suis dit: «Ah en fait, l'entrepreneuriat a plusieurs visages, je peux aussi moi me lancer à ma façon». Il y a eu le Covid et après le Covid, j'ai eu ce déclic où je me suis dit: «On n'a qu'une vie, j'ai envie de me lancer maintenant, allez, c'est le bon moment». Donc je me suis lancée dans cette aventure-là en ayant également fait un constat quand, je suis revenue en France après, mes études et quand j'ai commencé ce CDI. Je me suis également inscrite pour la première fois dans un club d'athlétisme. On y reviendra peut-être, mais je viens pas du tout de l'athlétisme, du running, de base et j'ai fait un constat, quelque chose qui m'a vraiment surprise, c'est que dans mon club, il y avait aucune femme de plus de 40 ans, active, maman et que ce club d'athlétisme dans lequel moi je suis très bien, mais
correspondait à un certain type de personne. C'est très compétitif, on a des compétitions les week-ends, faut être dispo pour les crosses, faut être dispo 2 soirs par semaine à un horaire fixe et du coup, je me suis dit: «C'est quand même, bête que, des femmes se privent de ça et ne puissent enfin, qu'il y ait pas d'endroit pour elles». Donc c'est une petite graine qui a poussé et qui a été aussi à l'origine des belles foulées. Super. Et alors, justement, tu parles des femmes, au-delà de la quarantaine et personne, n'était dans ce club. Mais du coup, je pense que la majeure partie des femmes qui nous écoutent sont à peu près, dans ces tranches d'âge. Enfin, en tout cas, on le sait, même si, l'éventail est plus large. Et que dirais-tu, justement à nos auditrices, qui aimeraient faire du sport régulièrement, mais pour qui ça semble inatteignable, trop difficile ou trop loin de leur quotidien actuel? Et aussi à toutes celles, qui étaient choisies, tu sais, en dernière, dans les équipes de sport à l'école et qui gardent, une définition d'elles-mêmes comme non sportives, qui du coup manquent de confiance dans ce domaine-là. Qu'est-ce que tu aurais envie de leur dire? Je vois qu'on a en effet 2 communautés très proches parce que c'est ce qu'on me remonte souvent en fait moi non mais je suis pas sportive, j'essayais de me faire dispenser de sport parce qu'on me choisissait toujours en dernière, j'étais jamais chef d'équipe, c'est quelque chose ensuite qui colle à la peau. J'ai vraiment, cerné le fait qu'on a une fausse image de la sportive, quelque chose d'erroné et enfin c'est pas notre faute, hein, c'est la société qui fait ça, que, pour l'imaginaire collectif, là, le sportif, sportive a un certain physique, a un certain mental, est toujours dans l'action, a une certaine façon de penser, alors qu'en fait, c'est totalement erroné. J'aime dire qu'il y a autant de sportives que de femmes, de sportifs que d'hommes, donc c'est vraiment important de venir se détacher. On fait vraiment un travail mental, de mindset qui te parle beaucoup pour venir enlever tout ce qu'on met autour du terme sportif, sportive. Comment et pourquoi on peut se définir comme sportive, même si on n'est pas, la personne qui était choisie tout le temps, pour être chef d'équipe, au basket, qu'on n'était pas forcément celle qui courait plus vite, celle qui avait le plus de muscles et redéfinir l'identité sportive. À partir du moment où on chausse ses baskets, même quand on n'a pas ses baskets, qu'on se met en mouvement, on est une sportive. Tu t'en es la preuve, tu fais du yoga, je fais de la course à pied, on n'a pas du tout les mêmes, façons de s'entraîner, de faire du sport, pourtant on est toutes les 2 sportives. Le sport et ça, je vais le rabâcher pendant tout l'épisode, c'est vraiment une aventure qui est personnelle, qui est unique, qui est propre à chacune, qui permet aussi de se reconnecter à soi. Donc être sportive, c'est vraiment quelque chose qu'on va intégrer et qu'on va définir pour soi-même, pas pour les autres et pas pour, montrer quelque chose d'extrinsèque, c'est quelque chose qui nous appartient. Oui, et donc dans une société où tout est performance et maintenant, même on peut, il y a toutes les applis et tu postes, enfin tout le monde sait le running que tu as fait, combien de temps tu as pris et tout ça. Effectivement, c'est difficile, d'accéder à ce mindset-là et je trouve ça génial que c'est ce que tu véhicules. Alors, penses-tu qu'il y ait de bonnes, raisons et peut-être des mauvaises, j'en sais rien, de vouloir faire du sport régulièrement, et comment on fait pour tenir sur la durée? J'aime beaucoup cette question parce que, je prône souvent en fait la course à pied, c'est pas le sport cardio pour perdre du poids. Surtout, c'est très féminin, la société fait qu'on associe sport à perte de poids, à venir se sculpter un corps de sportive, la fameuse, étiquette de la sportive qui a un corps particulier et du coup, parfois quand on vient me voir et qu'on est intéressé par mes accompagnements, les femmes sont parfois un peu, en mode: «Ah, c'est vrai que si en plus je pouvais perdre quelques kilos, ce serait bien. Bon, je sais qu'il faut pas que je fasse ça». Alors je reviens là-dessus parce qu'il y a pas de mauvaise raison de commencer le sport et perdre du poids, vouloir s'affiner, vouloir, avoir une autre silhouette, c'est totalement valable comme motivation. Il y a pas de motivation que je jugerais, nulle, il faut pas. Là où je mets un point d'attention, c'est que ces motivations que j'appelle un peu des motivations passagères, temporaires, qui va être, de viser un chrono, de s'affiner, de créer du muscle. Toutes ces choses-là qui, en fait, sont des objectifs totalement valables et qui ont une raison d'être et qui nous poussent à nous mettre en mouvement.
doivent être chapeautés par un plus gros pourquoi, une plus grosse motivation. C'est typiquement notre why, se dire, OK, pourquoi vraiment au fond de moi je fais du sport? Moi, je sais que le sport, c'est quelque chose qui permet de me rendre libre, qui me permet de rendre vivante, puissante. Et ça chapeaute. C'est vraiment des mots qui sont forts. Ensuite, bah forcément, c'est des grands concepts. Donc pour venir concrètement sur le terrain, pas à pas, mois après mois, je me fixe des objectifs, des motivations. Par exemple, je vais faire, un Irox. Je vise, ce chrono-là sur 10 kilomètres. Si on s'appuie que sur ces motivations-là passagères, temporaires, le cercle vicieux, c'est d'en vouloir toujours plus. Je veux perdre du poids. Ah, j'ai perdu 2 kilos, mais en fait, je vais en perdre 5. Ou le chrono, je veux faire ce chrono. En fait, maintenant, je veux faire ce chrono, ce chrono, ce chrono, ce chrono. Et si on re-questionne pas régulièrement le pourquoi on fait ça, le risque, c'est si à un moment on n'atteint pas toujours les objectifs qu'on se fixe, parce que c'est ça aussi le sport, c'est la part d'inconnu et on n'arrive pas toujours à l'objectif qu'on s'est fixé. On ressent du dégoût, on perd, l'envie, on perd la flamme un peu de ce qui nous a fait commencer. Et si on se dit: «Bah, en fait, je fais du sport pour perdre du poids» et que ça met longtemps, parce qu'on nous vend aussi perdre du poids en X temps ou, atteindre ce chrono en un mois, tu l'as dit, dans la société, on a l'impression que quelqu'un commence à courir, 3 mois après, il fait un marathon. Si on est juste attiré par cette motivation-là qui est temporaire, qui est juste pour venir matérialiser, mettre des bancs de passage et se dire: «OK, ça j'ai fait, je passe à un autre niveau», comme un peu les jeux vidéo, ben, on va s'essouffler et on risque de perdre vraiment cette flamme encore une fois. Donc venir re-questionner régulièrement ses motivations. Il y a pas de mauvaise motivation, mais de venir vraiment très régulièrement les re-questionner. Ouais, et avoir un why, un pourquoi qui chapeaute et qui est presque, bien au-delà de juste des choses très précises. Exactement. Je leur demande Mmh. d'ailleurs aux femmes que j'accompagne de mettre ces mots-là devant elles. On fait les objectifs chaque année et de se dire: «OK, qu'est-ce que vous voulez comment voulez-vous ressentir?» qui est au-delà d'un objectif chiffré. Comme quand on fait une entreprise en fait, avoir, une grosse vision et ensuite comment est-ce que ça se décline en plan d'action. Ouais. Ouais, c'est bien, enfin, j'aime beaucoup les mots que tu as cités parce que j'essaye de me dire: «OK, mais moi, quel est mon why, quand je fais du sport?» Alors pour le yoga, c'est très simple, c'est que ça c'est l'ancrage, la sérénité et la connexion à moi. Pour moi, c'est vraiment, Mmh. limpide, mais je pratique d'autres sports peut-être de façon plus, un peu moins régulière, on va dire. Et en fait, notamment quand c'est du cardio, cet aspect de puissance, effectivement, est assez fort et je trouve que ton mot de liberté est aussi hyper intéressant parce que ça je trouve que la pratique sportive nous montre de quoi notre corps est capable et souvent c'est surprenant, en fait. Je trouve ça très beau. Alors, est-ce qu'il y a un âge idéal pour se mettre au sport? Est-ce qu'il y a un corps idéal pour se mettre au sport? Je pense, notamment à 2 exemples. Aux femmes qui nous écoutent, qui ont entre, 45 ans, 55 ans, qui sont, je sais pas moi, en périménopause, en ménopause, et avec tous les changements que ça implique, Mmh. parce que c'est un bon moment. Ou bien aux personnes, pour qui faire du sport est vécu comme difficile, parce que ça les fatigue et qu'elles ne ressentent pas assez de force physique ou alors, se sentent en surpoids. Voilà, est-ce que tu peux nous dire, un peu plus là-dessus? Et puis, si jamais tu as des conseils particuliers pour chaque, type d'exemple, bah, dis-nous. Alors, il ne faut absolument pas avoir un certain âge ou un certain corps pour faire du sport et surtout pas mon sport qui est la course à pied en tout cas. C'est ça encore, c'est, des croyances de dire, «Bah, je pourrai une fois que je serai, ça ou ça». Non, vraiment et encore une fois, c'est parce que chacune va l'adapter avec, sa situation, son âge, son physique. Pour les exemples que tu as donnés, et c'est des exemples hyper pertinents, pareil, que je vois très, très régulièrement au sein de notre communauté des belles foulées. Quand on arrive en période de périménopause, ménopause, comme tu dis, qui arrive avec son, lot de, symptômes, de choses, nouvelles, et encore une fois d'inconnus parce que c'est un sujet qui est encore trop peu traité et notamment le rapport, sport et périménopause, ménopause.
heureusement, les choses bougent, heureusement, on en parle de plus en plus. C'est pas une fatalité et ça ne veut pas dire arrêt du sport. Même au contraire, ça devient d'autant plus important de se mettre en mouvement, de faire du sport à ce moment-là, parce que, en fait, c'est même à partir de 30 ans qu'on a une perte musculaire. Donc, venir faire du renforcement, venir solidifier ses articulations en se mettant en mouvement, c'est faux de croire, là aussi, je reprends l'exemple de la course à pied, mais que si on a de l'arthrose, en fait, on ne peut plus courir, on ne peut plus utiliser ses genoux. C'est justement, ça peut paraître contre-intuitif, mais des impacts répétitifs qu'on va faire qui vont permettre de venir solidifier nos os, nos articulations. Donc, encore plus se mettre en mouvement. Et ça va être aussi le cas pour le deuxième type que tu donnes, le fait d'être fatigué ou d'être en surpoids, la progressivité. Tu le disais au début, progression, ça fait partie du pilier des belles foulées, mais c'est vraiment important de se dire, je vise pas la lune dès le début, je me coupe un peu des réseaux sociaux, des on-dit, de ce que je vois sur Internet, mais y aller en étant mais tranquille, en se disant, le sport, c'est l'aventure d'une vie, je peux tester, venir faire différemment et y aller mollo. Quand on ressent, c'est vraiment important d'être à l'écoute de soi. On en apprend tellement en faisant du sport, donc c'est important d'y aller progressivement. Pour les personnes qui se disent j'ai pas le physique, le fameux, ou bah, je suis en surpoids ou je suis trop grosse pour. Je vous invite d'ailleurs à écouter un épisode du podcast des Belles Foulées où on a interviewé Margot qui est en surpoids et à qui on a dit qu'elle était trop grosse pour courir et en fait qui fait du triathlon, de la course à pied et qui donne un témoignage vraiment très brut de ce qu'elle entend aussi et de même des professionnels de santé qui ont pu lui mettre un peu de bâton dans les roues. Alors, je c'est pas pour critiquer les professionnels de santé, loin de là, mais pour montrer que chacune peut adapter la pratique à sa situation du moment. Et là, vraiment hyper important, et tu le partages, ce point-là, l'importance de l'entourage, de l'environnement. Ne vous lancez pas seul, que ce soit d'avoir des pairs, que ce soit d'avoir des coachs, d'avoir des personnes qui seront là pour vous dire comment faire, pour vous rassurer, pour faire taire toutes ces petites voix qui sont là et qui se réactiveront. Ah, mais en fait, j'y arrive pas parce que je suis trop vieille, trop grosse, trop ceci, trop cela, et qui vous feront abandonner. L'entourage est vachement important. Entourage dont tu nous parleras puisque c'est ton métier et on pourra en parler un petit peu plus tard, mais justement de savoir comment toi tu entoures justement et t'accompagnes les femmes pour qu'elles y arrivent. Alors, mais justement, tu disais, il faut avoir le bon environnement, mais comment on fait pour garder la motivation quand les circonstances extérieures sont défavorables? Je pense, alors moi, je suis en Bretagne, hein, donc quand il pleut, quasiment tous les jours, et quand il fait froid, ou alors dans une période de boulot très dense, et là, je sais que les femmes qui nous écoutent, c'est leur quotidien. C'est-à-dire que entre l'agenda professionnel, pour peu qu'elle soit maman, l'agenda personnel, pour peu qu'elle soit aidante, à nouveau, des choses s'ajoutent sur l'agenda personnel, et aussi, quand on est déprimé, hein, parce qu'il y a des périodes, des hauts, des bas. Là, on le sait, on est en hiver. Et c'est une période, en général, c'est plutôt dans ces moments-là que l'humain peut avoir le moral dans les chaussettes. Et du coup, ben, comment on fait pour garder la motivation? Ouais, on le verra un peu plus tard dans l'épisode sur comment faire pour mettre en place cette nouvelle habitude. Là, pour parler de la motivation, vous verrez qu'en fait, la motivation, c'est quelque chose d'éphémère et c'est faux de croire que tout le monde est motivé. Donc, il y a aussi différence entre motivation et discipline, intégrer une certaine routine. Et dans tous les cas que tu as décrits, bah forcément, la routine, elle peut pas rester comme ça, immuable tout le temps, parce qu'il y a la vie. Et tu l'as dit que la communauté sensée, la communauté des belles foulées qui, je le confirme encore, est très proche. Les enfants, le travail hyper prenant, la vie sociale, on essaie de mettre aussi la vie de couple. Enfin, il y a énormément de facettes. Et au lieu de sortir le fouet et vous dire oh là là, mais je suis trop nulle, j'ai encore essayé de mettre le sport, mais c'est la casse qui explose et je n'y arrive pas, comment font les autres. Accepter de faire différemment aussi. Il y a cette croyance déjà de se dire quand je fais du sport, il faut que je fasse minimum 1 heure. D'essayer d'avoir des créneaux beaucoup plus faibles. On verra ensuite comment les mettre
entre des choses qui sont déjà mises en place dans vos vies. Des périodes comme l'hiver, c'est aussi important de se dire: «Je fais différemment en fonction de mon énergie». D'autant plus qu'on est des femmes, on est cycliques, plus la saisonnalité, se dire: «Bah, OK, en fait, peut-être que je ferai moins que l'été et c'est OK. Il y a le boulot, c'est reprise, bah, je vais être un peu plus sur moi-même donc bah, je me dis pas: «Il faut que je fasse, 3 séances de course, 3 séances de renforcement, plus le yoga, plus et cetera». Ça, peut-être l'été pendant les vacances, trop bien, on a l'énergie. En hiver, notre to-do, sportive, elle est un peu moindre et là, encore une fois, comme je le disais, l'entourage, l'environnement sera hyper important pour vous motiver et dire: «Ah bah, là, du coup, c'est cool, je fais un blabla run, ou ah, elle me propose un cours de yoga, c'est trop bien» ou «Ah bah, tiens, là, avec les enfants, en plus, on peut, faire quelque chose, et faire des balades en forêt». C'est aussi du sport. On a tendance à minimiser et à venir, très cadrer le sport, mais une activité physique à faire et à partager avec des enfants, ça compte dans le mouvement et être aussi fier de ce qu'on fait, comme ça et vous êtes pas obligé d'aller faire, 3 heures à la salle de sport. Je crois beaucoup, à la connexion entre le mental et le corps et pour moi, c'est vraiment vertueux de faire fonctionner les 2. Toi, quelle est ta vision de cette connexion entre, justement, le mental et le corps? Et d'ailleurs, c'est intéressant parce que tu as parlé plusieurs fois de mindset depuis le début, mais qu'est-ce que tu observes dans ton activité, justement, à ce sujet? C'est vraiment très lié. Enfin, le mental et le corps, ne peuvent pas, être séparés l'un de l'autre. Déjà, travailler son corps, mettre son corps en mouvement va aider à délier certains blocages psychologiques. Je sais très bien, moi, quand je suis bloquée devant mon ordinateur pendant trop longtemps, je ferme, je chausse mes baskets et je cours. En fait, j'ai vraiment l'impression que mes pensées, elles évoluent en fonction du rythme de mes foulées et hop, ça avance aussi dans ma tête. Donc j'avance dans mon corps, ça avance dans ma tête, donc c'est vraiment très lié et inversement, quand je suis mal, que j'ai des, soucis, qu'il y a un trop-plein émotionnel, ça va se ressentir dans, mon aisance, ma confiance quand je vais aller courir, quand je vais aller faire des séances et que c'est aussi un beau révélateur quand, j'ai un trop-plein, quand je fais trop de choses, je vais courir et ou faire une pratique sportive et là, le corps ne peut pas mentir. Donc même si on ne s'en rend pas compte, quand on est dans le trop, 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 on va courir, on va faire du sport et là, c'est un bel indicateur quand on explose, quand on commence à se faire mal, quand on voit qu'on arrive moins bien qu'avant, de se dire: peut-être que là, je suis vraiment en train de tirer sur la corde». Donc Ouais. c'est aussi un beau signal de se dire: «Là, là-haut, il y a un moment, il y a un petit blocage» et tu t'en rends compte quand tu es en train de faire ta pratique sportive. Mmh. Et pareil, en fait, bah, nous, dans nos aventures, et c'est pour ça que c'était aussi top de t'avoir, sur le podcast, on a des personnes, des coachs mindset, des, préparatrices mentales qui sont là pour accompagner les personnes dans nos aventures parce que, bah, en fait, le mental, c'est, 80 de la réussite d'un objectif, sportif. Si le mental n'est pas là, on s'auto-sabote, tout foire. C'est vraiment comme le business. Moi, j'ai vraiment vu que les accomplissements que j'ai pu faire en course à pied, donc là je te parle en termes de chrono, en termes de courses longues, 1er marathon, et cetera. Là où j'ai été la meilleure, la plus performante, c'était pas forcément quand j'avais le physique le plus affûté, même au contraire, c'est quand j'étais bien dans ma tête, confiante et que j'avais un mindset qui était fort et c'est révélateur de tout. Ouais, c'est tellement vrai, c'est marrant, je me suis reconnue à plusieurs endroits, quand tu parlais. Moi, je me suis vue, parfois, aller au yoga et être complètement à côté de la plaque. Alors les mouvements, je les fais parce que ça fait, 20 ans que je les fais, donc c'est jamais le sujet, mais c'est plutôt, le fait de pas être dans mon corps. C'est comme si j'étais un peu un robot et en général, effectivement, c'est le signe que je tire trop sur la corde. Donc je trouve ça intéressant, finalement, de se rendre compte que être connecté à sa pratique sportive et vraiment en présence permet de se rendre compte, c'est un peu comme un baromètre en fait, Mmh. de notre état, pas seulement physique mais mental et d'ailleurs c'est intéressant alors je me rappelle plus exactement quelle est la définition de la bonne santé, mais de la santé de l'OMS, mais il me semble que ça inclut la santé mentale et pas que la santé physique. Donc Bah, c'est j'espère. c'est aussi vraiment le signe qu'il y a une connexion, très, très importante.
Alors, tu le sais, le podcast Sensé, il s'adresse aux femmes leaders qui ont voilà, de l'ambition dans leur carrière, qui en général font plein de choses dans leur vie. Et à ton avis, qu'est-ce que faire du sport régulièrement peut apporter aux femmes qui nous écoutent? Alors, on l'a compris physiquement, ce que ça peut apporter, même dans le bien-être, mais qu'est-ce que ça peut apporter aussi, dans leur carrière, dans leur leadership, dans leur activité professionnelle? Énormément. Moi, je me suis rendu compte à quel point ce que je pouvais vivre dans ma pratique sportive, je pouvais le calquer dans ma posture de chef d'entreprise et vice versa. En fait, c'est vraiment des parcours et des aventures qui peuvent se nourrir l'une de l'autre. Déjà, tout ce qui va être, organisation, organiser son emploi du temps, on le disait tout à l'heure, comment est-ce que je mets mes blocs pour pouvoir atteindre mon objectif sportif, du coup mon objectif aussi de carrière. Gestion du stress. Ah, je me retrouve à faire une séance, ah, en fait, ça me stresse un peu, mais c'est pourquoi est-ce que je ressens du stress? Donc l'écoute de soi, gérer le stress, apprendre à s'écouter. Travail aussi, bon, ce terme est un peu galvaudé, mais la résilience, bah, parce que ça se passe pas toujours comme on aimerait. Loin de là, je pense qu'il y a, une séance sur, 4 qui, se passe comme on aurait espéré dans les conditions qu'on voulait et magnifiquement bien. Mais sinon, c'est toujours de l'adaptation, faire face aux imprévus. «Ah bah, en fait, je pourrais pas la faire comme ça parce que, la maîtresse n'est pas là, on m'a appelé, il est malade, j'ai un imprévu au boulot. Ah bah, du coup, j'ai que X temps, bon bah, comment j'adapte?» Donc c'est sans cesse ça. La capacité aussi à surmonter des échecs ou des obstacles parce que, encore une fois, ça se passe jamais comme on l'aurait espéré. En faisant du sport, on est aussi en train de travailler, sa discipline, je le disais tout à l'heure, parce que la motivation seule ne marche pas, donc la discipline, l'organisation, le décliner un gros objectif en plan d'action, savoir travailler sur soi, vraiment le travail de soi. On l'a vu, le travail du mindset qui est vachement important pour atteindre ses objectifs. On le retrouve à la fois et dans sa vie sportive et dans sa vie professionnelle et la liste est longue. Mais tout ce qu'on fait, tout ce qu'on met en place et tout ce qu'on apprend avec le sport, c'est vraiment un vase communicant pour, sa vie, professionnelle et même personnelle. Ouais, et moi j'ajouterais même, notamment pour les personnes qui, se trouvent pas très sportives, tu vois? Qui ont une définition d'elles-mêmes de quelqu'un de pas sportive. Je pense vraiment qu'il y a un truc qui peut se passer quand on se met à faire du sport et à se rendre compte qu'en fait, waouh, on est capable de beaucoup de choses. Ça peut permettre aussi de développer un narratif, dans la vie professionnelle qui est que, ben, en fait, je me suis montré à moi-même que dans le sport, en fait, je ne voyais pas tout ce dont j'étais capable et maintenant je l'ai vécu. En fait, c'est autant de preuves que ce pourquoi peut-être je me sens illégitime aujourd'hui dans le boulot ou, les challenges auxquels je suis confrontée qui me semblent énormes, en fait, j'en suis capable parce q et là, on revient à cette notion de puissance dont tu parlais tout à l'heure. Je crois Ouais. qu'il y a vraiment un parallèle hyper intéressant, là et je trouve d'ailleurs que je sais pas si ça se vérifie, j'ai pas lu d'études, mais je trouve que les gens qui font, qui font du sport, qui font, du sport régulièrement, ils développent une forme de confiance qui est vraiment extrêmement utile dans l'univers professionnel. Ouais, c'est ce que j'allais dire et tu as raison, la confiance est un des piliers, forts. Comme tu dis, de se rendre compte qu'on est capable de, va se calquer sur tous les autres domaines de notre vie et Ouais. forcément, c'est challenger aussi comme tout, bah, comme parfois on va pas arriver à un objectif, faut se redonner de la confiance et repartir donc ouais, confiance en soi, tu as raison, c'est clé dans l'apprentissage sportif qu'on peut mettre dans le domaine professionnel. Alors, on a toutes les 2 une vision, commune sur, l'élan qui naît des groupes de femmes, puisqu'on travaille, toutes les 2 avec des groupes de femmes dans nos activités et que c'est un super moyen d'atteindre des objectifs. Toi, c'est le sport, moi, c'est enfin, le running en particulier, moi, c'est le leadership. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur ce qu'apporte, le groupe dans tes accompagnements? Et puis même, j'irai plus loin, enfin, comment ça fonctionne? Qu'est-ce que tu vois, comment ça marche? Moi, demain, j'écoute ce podcast et je me dis: «Bah, j'ai trop envie d'en savoir plus, j'ai peut-être envie de m'y mettre et tout». Comment ça se passe? C'est, ça enfin, ça m'a vraiment montré
la force de la sororité et l'importance du groupe. En fait, dans nos aventures, il y a un programme de running pour, permettre à toutes les femmes d'atteindre leurs objectifs, d'avancer, d'aller vers, nos objectifs qui sont des courses de 10 kilomètres qu'on court ensemble. Donc déjà, on a des retrouvailles en physique et ça, je me rends compte, je pense, post-Covid, à quel point c'est important aussi de se voir, en vrai. Et sinon, tout au long de l'année, on se voit régulièrement en visio, on a un groupe WhatsApp et en fait, les échanges sont tellement puissants. J'avais cette intuition, c'est pour ça que je voulais vraiment que ça soit une aventure, de groupe, que, bah, moi-même, en fait, j'ai besoin d'un groupe, d'un environnement, on revient à ça, pour me motiver, avancer, même quand c'est dur, avoir des gens qui sont là pour me soutenir, avoir des épaules, réconfortantes pour avancer. Et là, ça va même au-delà de ça, où je vois que c'est aussi le partage de choses où on a l'impression qu'on est seul. On se dit: «Mais en fait, moi, c'est ça que je vis, regardez ma vie» et en fait, d'autres qui vont dire: «Mais moi, pareil, en fait, on a l'impression que tout est rangé dans ma vie, mais ça déborde de partout, j'arrive pas à tenir». Donc ça casse l'aspect réseaux sociaux où on se dit: «Mince, moi aussi, j'aimerais bien être comme ça, je comprends pas, je n'y arrive pas, je suis nulle» et on se renferme et là, c'est un espace où j'aime bien appeler ça vraiment la une bulle, là, c'est leur bulle où elles peuvent partager que, ah bah, ouais, là, elles auraient dû faire ça, mais en fait, non, parce que, le petit était malade et du coup, elles ont pas pu faire ça au moment où c'était là et se donner des tips. Là, il y en avait une qui n'arrivait pas à caler ses séances et 2 lui ont dit: «Ah, en fait, moi, j'ai réussi à la caler quand j'amène ma fille, mon fils au sport et comme il y a un terrain juste à côté, bah, je fais ma séance là». Elle y avait jamais pensé et là, depuis, ça a révolutionné son quotidien. Elle dit: «Mais oui, ça fait, 50 ans que je fais différemment et là, OK, je peux le faire comme ça, en fait, c'est trop bien et c'est vrai que ça me change tout. Hop, ça y est, je le mets en place» et c'est à la fois donc ce partage et cette motivation qu'on s'apporte et vraiment ce truc de, en fait, tu n'es pas seul. Tu es pas seul à galérer, tout le monde galère et ensemble, tu vois, on va y arriver, mais on n'est pas là pour mentir, pour montrer, comme ce qu'il y a sur, Strava, le réseau social, des coureurs. On fait tomber les masques et on montre la vérité de ce qui se passe vraiment chez nous et ça, c'est hyper précieux. Mais donc, si je comprends bien, en gros, quelqu'un qui a envie de se mettre à courir, de se mettre au sein d'un groupe de femmes, d'être accompagnée, elle peut être n'importe où en France puisque c'est à distance, c'est ça? Ouais. Exactement. Là, si je me mets à courir, je vais courir 20 minutes maximum et déjà, ce sera un exploit. Tu vois ce que je veux dire? Donc, franchement, 10 kilomètres, c'est loin de moi. Est-ce que, même en étant débutante, je peux rejoindre? Ah totalement et c'est le cœur de nos programmes sont faits pour les débutantes. On a ensuite fait évoluer, mais le premier programme qu'on a fait, c'est vraiment de l'alternance marche-course. Venir remettre la marche au centre de la pratique de la course à pied. On a tendance à la diaboliser, marcher, c'est tricher. Donc non, c'est vraiment adapté et c'est, fait et pensé à la base pour les personnes qui n'ont jamais couru, qui se sont dit: «C'est pas pour moi», qui regardent, les gens franchir les lignes d'arrivée en se disant: «Waouh, mais en fait, comment, elles font? Comment ils font?» C'est pensé pour des débutantes. OK. Donc tu Donc as toute ta place, dis-moi. là, j'avoue que je suis méga motivée. Je me dis: «Ah mais en fait, il faut que je fasse ça moi!» Mais oui, mais oui et en fait, c'est toujours des cycles, c'est 3 mois. On vous dit pas, dans, 1 mois, vous allez courir 10 kilomètres. En fait, on dit: «Dans 3 mois, tu seras capable de faire ta première course et d'accrocher ton premier dossard de 10 kilomètres». D'accord, 3 mois, c'est pas beaucoup, hein, franchement, trop bien. Alors, à la fin de cet épisode, on expliquera, comment les personnes qui sont intéressées peuvent venir, vers toi. Mais j'avais une question avant, pour terminer, parce que je sais que beaucoup des femmes qui nous écoutent, ont des enfants et j'aimerais bien savoir comment tu penses qu'on peut donner le goût de l'effort sportif à nos enfants? À mon sens, il y a certains enfants qui sont moins enclins que d'autres à ce goût-là. À toi, ce serait quoi tes conseils? Ouais, totalement et ta question tombe à pic parce qu'il y a une, récente étude là où les résultats ont été, partagés cette semaine sur le fait qu'une adolescente sur 2 abandonne le sport au moment de l'adolescence et c'est assez, révélateur de ce qui se passe où, alors dans un public féminin encore plus
et les principales causes, c'est le manque de prise en compte des spécificités féminines, les pressions sociales, donc ce fameux correspondre à la norme, j'ai pas le physique, je corresponds pas, donc non, je suis pas sportive, moi, c'est pas pour moi, et le sexisme et le harcèlement. Il y avait 42 des filles interrogées qui avaient subi soit des moqueries, soit des situations, difficiles. Donc on voit là encore que c'est sociétal, qu'il y a encore des efforts à faire sur la place du sport dans notre société, l'image qu'on en fait, comment on l'enseigne, comment on motive les futures générations à en faire. Je pense qu'à notre échelle, déjà, c'est justement casser tout ce modèle de l'injonction de, en fait, si tu n'es pas musclé, que t'es pas toujours dans la performance, dans l'action, tu n'es pas sportive. Montrer plus de modèles. Et ça, on essaie vraiment avec les belles foulées de montrer plein de facettes, une mixité dans les corps, dans les objectifs, dans la façon de pratiquer le sport pour vraiment donner une autre image et venir refuser toutes les injonctions qui ont été faites pendant plusieurs années sur ce qu'est être sportive. Waouh, ces données sont quand même hyper violentes, je trouve, hein. Ouais, hein. C'est dur, hein. Ouais, c'est dur et effectivement, c'est encore la connexion à l'image de soi, la confiance en soi. Et je pense que selon les types de sport aussi, il doit y avoir des choses différentes. J'imagine que dans la danse et dans la gym, par exemple, on sait c'est difficile pour Mm. les jeunes filles, les jugements sur leur corps, etc. Moi, quand j'étais plus jeune, je faisais du hip-hop et il n'y avait pas ce problème, tu vois. Quand tu dansais du hip-hop, c'était un des rares sports à l'époque où il y avait tout type de corps. Je trouvais ça Ah ouais, génial. Moi, ça j'adore. m'avait vraiment, enfin, c'est ce qui m'a porté dans mon adolescence, justement, parce qu'il n'y avait pas cette question-là. Et je pense que si j'avais été dans un environnement où il fallait être super mince, moi, c'est sûr que j'aurais abandonné. Donc, Mmh. Ouais, les effectivement, corps, c'est important. puis le changement, l'arrivée des règles, qui ça reste un sujet tabou, la peur, que ça se voit. Pour celles qui ont des symptômes lors de la période prémenstruelle, de comment gérer ça, la honte de le dire, de le partager, de se sentir fatiguée, de sentir que c'est cyclique et du coup de se dire: «Bah» et c'est bien, là encore, il y a de plus en plus d'informations. C'est comme pendant la périménopause et la ménopause, mais ça reste encore tellement un chamboulement de réussir à, dire: «Mais en fait, c'est normal», d'être à l'écoute de tout ça, c'est, je pense, c'est aussi un facteur qui va faire changer et que les adolescentes vont se sentir être prises en compte et se dire: «Ah OK, là encore je suis pas seule et il y a des solutions, c'est pas une fatalité, je peux continuer à bouger et à faire avec mon nouveau corps». Hyper important. Bon, moi, j'ai quand même de l'espoir parce que là, en ce moment, j'achète des bouquins à mon fils qui a 11 ans, donc qui est pré-ado. Et franchement, je trouve qu'il y a des lectures absolument géniales pour justement que les jeunes s'approprient leur puberté et les choses sont dites vraiment de façon très transparente. Et je trouve que ça, c'est top, quoi. Moi, j'aurais rêvé d'avoir ces lectures à son âge. Ouais, Donc, tu mettras bon. la liste des livres pour les mamans avec, Ouais, les exactement. adolescents. Exactement. Pauline, où peut-on suivre tes actualités et te parler? Alors, moi, vous pouvez me suivre sur LinkedIn, c'est mon réseau de prédilection, donc je publie, à la fois mes réflexions, les actualités des Belles Foulées. La communauté des Belles Foulées, vous pouvez la retrouver sur Instagram, @les Belles Foulées. Vous pouvez aussi écouter notre podcast, j'en parlais tout à l'heure avec l'épisode, avec Margot notamment, où tu es intervenue, Jenny, sur, le pouvoir des habitudes et comment les mettre en place, donc épisode pépite que vous pouvez voir sur le podcast des Belles Foulées, accessible sur toutes les plateformes. Et on a aussi une newsletter hebdomadaire où on vous envoie un shot de motivation chaque semaine. Et bah, là, vous trouverez aussi le lien dans les notes de l'épisode. Trop bien. Et comment on fait si on veut travailler avec toi et se lancer? Alors, vous pouvez rejoindre notre club, le club Les Belles Foulées, un club 100% féminin avec une team d'experts sport et santé pour vous aider à reprioriser votre santé, faire du sport une priorité et vous accompagner à concrétiser des objectifs qui vous font vibrer. Merci beaucoup, Pauline, pour tout ce que tu nous as partagé sur le running, la pratique sportive, le fait de le faire en groupe, à quel point ça soutient notre bien-être physique et mental, et même des objectifs bien au-delà de juste
un bien-être, un instant T. Mais moi, je trouve que ce qui est génial dans ce que tu nous as raconté, c'est vraiment cette notion d'aller encore plus vers soi et vers ce qui nous anime à travers la pratique sportive. Donc, merci pour ça. Merci à toi, Jenny. C'était un plaisir d'intervenir sur ton chouette podcast. Merci pour votre écoute. N'oubliez pas d'en parler autour de vous et de laisser 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute si l'épisode vous a plu. Rendez-vous sur notre site jennychamas.com pour en savoir plus sur nos accompagnements et activités ou sur Instagram et LinkedIn pour discuter. Et rendez-vous la semaine prochaine pour un épisode dans lequel je vous explique pourquoi vous êtes capable de faire des choses difficiles, bien plus que ce que vous ne pensez.